Oui, on est très heureux d'être en votre compagnie. Nous sommes mercredi, c'est l'acte 3 de votre rendez-vous. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais super bien et vous-même? Je vais très bien, moi je me porte comme un panda. Bonsoir Sarah. Bonsoir comment allez-vous? Super, et vous-même? Ça va bien. Bonsoir Madame Bleu. Bonsoir Brice. Vous allez bien Madame Bleu? Oui, ça va. Tout en couleur, hein, toujours. Yes. C'est important. Sa Majesté Daouda, donc comment on dit? On dit Daouda Koulibaly, Sa Majesté Koulibaly, c'est ça? C'est Daouda, Sa Majesté Koulibaly. Très bien. Voilà. Majesté sans couronne. Et sans royaume. Mais j'ai déjà le spectre. Mais c'est surtout un proverbe qui a dit demain n'a jamais tort. C'est le roi qui a toujours tort. Voilà, c'est tout. Vous allez bien, tout le monde? Tout le monde va bien. Et chez toi, Brice? Ça va très bien, merci Daouda. Super. Merci, on espère également que tous nos téléspectateurs se portent très bien. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas très en forme, on souhaitera une meilleure forme, un propre rétablissement. Nous, ce soir, nous évoquons en grande révision, eh bien, ces amendes qui sont connues, alors je crois un peu plus connues quand même depuis un moment, suite à cette publication d'Abidjan.net. Alors, on va commencer par celle-ci. Est puni d'un emprisonnement de 15 jours et 3 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA quiconque urine ou défèque sur la voie publique dans les caniveaux, places et plages publiques. Ça fait sourire plus dans sur le plateau. Il faut renflouer les caisses de l'État. C'est sûr, je sais, mais je crois qu'on a tous peut-être été un peu une fois. Hein. Non, ça va, je retire ça. Ben, c'est quotidien, ça arrive tout le temps. On voit des hommes tout le temps en train de... Des femmes aussi. Ben, c'est rare. Des femmes aussi, Les oui, femmes, oui. on a beaucoup plus de gêne à le faire dans les rues du plateau. Même si elles ont des... On a beaucoup plus de gêne à le faire dans les rues du plateau, dans les rues de Cocody, d'Abobo. Ouais, peut-être que tu n'as pas la chance d'en voir, Madame Bleu. Tu as la chance de voir des femmes. Oui. Que tu as la chance de voir des femmes décréquées. Oui, mais... Non, mais c'est surtout... Non, attends. Non, c'est important, il faut qu'il précise. Parce que ça peut mal partir. Il dit, on dit, vous n'avez pas la chance d'en voir. Si. Donc c'est le contraire de ne pas avoir de la chance. Voilà. Sinon, en réalité, il y a des femmes qui font ça dans la rue. Bon, quand tu fais la comparaison en termes de pourcentage. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'hommes. Parce que c'est plus difficile pour une femme. Tu sais, de statistiques qu'il a fait, qu'on appelle ça un sondage pour savoir. Daouda, je prends mon quartier, la zone où je vis, dans la zone d'Aguien, on a une descente où c'est l'urinoir des chauffeurs de taxi. La zone, tu ne peux pas marcher dans cette zone pour faire du footing. Tellement ça sent mauvais, parce que c'est leur station pipi. T'imagines? Donc je pense que l'État de Côte d'Ivoire va avoir beaucoup d'argent dans cette zone, parce que c'est l'endroit, la pause pipi, et tu ne peux pas passer parce que ça sent. Après, pour les femmes, on est d'accord. Après, pour les femmes, c'est plus difficile. Techniquement, c'est plus difficile de poser un tel. Oui, mais il y a la gêne. Il y a la gêne, et puis c'est... Non, on est d'accord, hein. On est vraiment d'accord. Mais j'ai dit, comme tu as dit les hommes, il dit les femmes aussi. C'est des cas exceptionnels. Ouais, c'est toujours exceptionnel. Ce qu'on peut dire, c'est que ce genre de sanction, bon, c'est très bien parce qu'on veut voir ça de moins en moins. Mais par contre, pour le coup, il faut se donner aussi les moyens. Bien sûr, les moyens, avec des toilettes publiques. Partout. Pour que les gens puissent, quand même arriver à faire leurs besoins. C'est surtout que de nombreuses personnes ignoraient qu'il y avait des dispositions légales. Ça existe, en fait. Voilà, qui je pense que de base, pour ce que je sais en son temps, c'était un arrêté municipal qui avait été pris à Yopougon en son temps, il y a quelques années. Mais si cette fois-ci la loi est sortie, parce que moi j'avais jamais vu cette loi, et que quand ça sort officiellement maintenant, ça veut dire que sûrement, parce que là, il y a une peine de prison qui a ajouté dessus, de 15 jours à 3 mois. Or, avant, dans l'arrêté municipal, il n'y avait pas de peine de prison, c'était des amendes à payer. Mais en plus de la peine de prison, il y a de 10 000 à 100 000 à payer. C'est une très bonne chose. Est-ce qu'on ne sera pas un peu dans un format dot illégal, après, vous comprenez? Ce que je veux dire, c'est que, bon, vous êtes en prison parce que vous avez fait pipi dans la rue. Sarah disait, ce qu'elle dit est totalement vrai. C'est bien, oui, de prendre des mesures, mais derrière, il faut qu'il y ait tout un dispositif aussi pour faciliter la vie aux gens. Quand tu prends des pays comme la Corée du Sud, plein d'autres pays développés, mais on a des toilettes publiques partout, presque partout, en fait. Donc, c'est bien de mettre des mesures, des sanctions, des mesures punitives pour inciter à ce qu'on obtienne cet Ivoirien nouveau qui respecte la propriété de tout le monde, l'intérêt général. Mais derrière, il faut qu'il y ait la possibilité d'avoir des toilettes publiques
accessible partout. C'est un, peu Mais comme pour les poubelles, on demande aux gens de ne pas jeter les ordures dans la rue, mais la question a été, en fait, Brice, où? Et donc du coup, il y a eu une multiplication de poubelles dans la ville. Moi, je voulais aller au-delà de ce que Mme Bleu dit, en fait, c'est que au-delà de mettre ces toilettes publiques dans toutes les municipalités de la Côte d'Ivoire, mais c'est une manne financière qu'on perd, en fait. C'est un manque à gagner. Je m'explique. Parce que quand on va mettre ces toilettes publiques dans toutes les municipalités, finalement, les gens ils vont payer pour aller se soulager. Oui. D'abord, c'est de l'argent qui rentre. Oui. Mais en plus de ça, dans cette année qui a été décrétée année de la jeunesse, je suis sûr que c'est des emplois directs et indirects qui seront créés à travers l'installation de ces toilettes publiques dans toutes les municipalités. Alors vous encouragez l'installation des toilettes. Mais pourquoi pas, oui. Bon, au début, je n'avais pas de manque à gagner. Donc voilà, vous n'avez pas de manque à gagner. La question. Non, mais parce que s'ils installent, parce qu'il n'y en a pas, comme il n'y a pas de toilettes, finalement, comme tu le dis, tu as une station pipi dans ton couloir, quelque part là-bas. Aujourd'hui, si on en pose là-bas, forcément, c'est au moins 3, 4, 5 jeunes qui vont se relayer et qui vont faire rentrer de l'argent à la municipalité, faire gagner du travail à des gens qui n'avaient pas d'emploi. On t'a parfaitement compris, mais juste que le thème n'est pas le thème approprié. Parce que quand tu parles de manque à gagner, c'est comme si c'est quelque chose qui allait nous faire perdre de l'argent. En réalité, dans tes explications, ça nous fait plutôt gagner. Voilà. Donc, ce n'est pas un manque à gagner. Bon, moi, je voudrais juste réagir sur la pancarte. Je pense que ce que je vois écrit là, ça sera difficile que cette amende-là soit payée parce qu'une amende, c'est plutôt A-M-E-N-D-E. Et non A-M-A-N-D-E, parce que ça signifie autre chose. Donc il va falloir peut-être que celui qui a fait la pancarte là puisse corriger rapidement. Mais ça encore, parce que moi j'ai vu dans des endroits qui étaient interdits d'uriner. Voilà, le gars dit, bon, allez, ça y est. Voilà, plus sérieusement, je pense que c'est bien déjà de rappeler ça, mais au-delà même du fait qu'on doit mettre des dispositifs, le gouvernement doit mettre des dispositifs, moi je pense même que déjà le fait de déféquer sur la voie publique ou bien d'uriner sur la voie publique est une question pour moi d'éducation, est une question de savoir-vivre. Le bon sens. Voilà. Donc, au-delà même du fait qu'il y ait une loi qui l'applique, je pense que quand même le savoir-vivre, la décence même morale, ne doit pas nous amener à aller dans la rue, sur la voie publique et pour nous soulager. Je vais prendre un exemple de quelqu'un que je connais bien, moi. Oui. Au-delà de tout ce que j'avais comme considération, comme responsabilité, mais il y a des besoins qui sont pressants. C'est pour ça que c'est important d'avoir... Du coup, il y a des personnes à la limite... J'ai vu des gens... Merci beaucoup. J'ai vu des gens en circulation qui ont été obligés rapidement... Oui, je comprends ce que tu es en train de dire. Oui. Mais aujourd'hui, pour ne pas faire de la spéculation, la vaine spéculation, on n'a pas forcément des statistiques des études. Mais je peux te dire qu'il y a des gens qui sont en mesure de conserver ce besoin et puis se trouver un endroit pour se soulager, qui s'arrêtent quand même pour le faire en pleine rue. C'est des choses aussi qui existent. Mais ce que je veux dire, pour en arriver là, au lieu de faire endosser cette responsabilité, moi je le dis, par le gouvernement de façon essentielle, parce qu'aujourd'hui il faut reconnaître qu'on a des priorités qui sont énormes, je crois que c'est une manière aussi peut-être de confier cette responsabilité-là aux municipalités. Exactement. Bien sûr que les communes, les mairies, avec tous ces taxes qui sont prélevées auprès des commerçants, tous ces systèmes d'investissement-là, on puisse prévoir des urinoirs, on puisse prévoir vraiment des endroits de soulagement dans les différents points stratégiques de la ville. Quand c'est comme ça, on est même plus à l'aise de mettre en application une telle mesure. Parce que dès que ça se fait, on dit, mais non, tu as un urinoir à côté, à 200 mètres ou à 150 mètres. Et évoqué des emplois directs et indirects. Si vous avez installé des urinoirs, il va falloir peut-être avoir des personnes pour entretenir. Oui, ça. Mais bien sûr, pour veiller dessus. Parce que le problème, c'est que tu vois dans certaines communes ou bien dans certaines gares routières, même quand ce sont des privés qui ont ces genres de toilettes publiques, finalement, pour y entrer, c'est compliqué. Dès que tu entres, tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Il y a deux choses. Je pense que ça doit être un service public donc assuré par l'État parce que c'est une nécessité quand même qui est assez importante. Mais ça n'empêche pas que des entrepreneurs, des sociétés privées développent aussi ça en parallèle, que du coup c'est un coût mais qui reste raisonnable. Et surtout quand on se veut, c'est une nécessité, surtout maintenant quand il y a ce genre d'amende en place, et surtout quand on se veut être un pays touristique, on va recevoir la Cannes en 2024, il y aura plus de monde, de fréquentation. Il faut vraiment qu'on ait ce genre de structure en place très rapidement. Je ne pense pas que ça coûte une les fortune. organisateurs de concerts, Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il y a des box publics mobiles qui tournent, mais c'est à louer. Je pense que la location, c'est 25 000 francs le jour. Mais je veux dire, au-delà de tout ça même, il faut faciliter, puisqu'on parle d'année de la jeunesse, il faut faciliter l'accès à ces toilettes-là aux jeunes, de sorte qu'ils puissent l'installer, en faire leur business. Mais après, même quand les jeunes vont commencer à se lancer, je ne fais pas de jugement de valeur ou de jugement d'intention, mais souvent, même pour que ces jeunes puissent se lancer, on va leur faire des difficultés encore. C'est assez compliqué. Paul Kofi nous dit dans tous les pays qu'on trouve
des toilettes publiques, on utilise des restaurants, des fast-food. Mais oui, il y a des restaurants, il y a des fast-food. Bon, peut-être en Europe, mais bon, maintenant parfois, en Europe, demande de payer. on est obligé de payer peut-être un café pour pouvoir utiliser les toilettes de McDonald's. On ne peut pas rentrer gratuitement. Ouais. Mais pour revenir à l'aspect éducation, c'est une question d'éducation, comme tu disais. Je prends par exemple le Rwanda, à Kigali, où j'ai été, où en une semaine de séjour, je n'ai vu aucun homme pisser sur la voie publique. Pourtant, je n'ai pas vu de toilettes publiques, uriner, pardon. Je n'ai pas vu de toilettes publiques disséminées ça et là dans la ville. Je n'en ai pas vu, mais je n'ai vu aucun homme uriner. Et j'ai posé la question à un ami rwandais. Oui. Je lui ai dit, mais pourquoi je ne vois pas comme chez nous, parce que lui aussi, il est venu en Côte d'Ivoire et tout. Mais c'est bizarre, pourquoi je ne vois pas d'hommes uriner comme ça dans la rue et tout ça? Il m'a dit en fait que le Rwandais, il est très pudique. L'homme rwandais, il est très pudique. Et il a une C'est une question de culture déjà. Une question de culture et il est très fier. Donc, il ne s'imagine pas, même en situation d'urgence, sortir, bon, et tout. J'avoue qu'il n'a jamais eu de diarrhée dans la rue. Arrêtez Daouda. Oui. Il est 20h, les gens sont à table. Arrêtez Daouda. Et il ne peut pas s'imaginer, en fait, un homme rwandais ne peut pas s'imaginer le faire comme ça dans la rue, alors que tout le monde est là et tout ça. Et c'est une question de culture. Oui, donc, vrai. après, il faut s'adapter à notre culture. Et raison pour laquelle il faut développer ce business de toilettes publiques qui permettrait aux jeunes, comme tu l'as dit, avec 25 francs le pipi, de pouvoir voilà, se soulager dans toutes les communes. Mais après, il faut également parler de l'incroyable exemple rwandais en termes même de salubrité. Moi, par exemple, quand j'ai été même pour moi, envie de faire pipi, là, il y a des endroits, je vous promets que, quel que soit le pipi l'expression qui vous sert, quel que soit le pipi qui vous sert, personne n'ira faire pipi sur le mur de la présidence au plateau. Bien sûr, mais tu sais que tu ne peux pas t'amuser à le faire. Bon, voilà. En fait, tant qu'on ne nous met pas de sanctions, on se dit que ce n'est pas possible. On a vu pendant la Covid, il y a des choses qui étaient impossibles qu'on a pu faire. On a vu des États faire des réunions, des forums de chefs d'État par visioconférence. Et pourtant, on leur disait avant, vous pouvez faire ça, ça va nous éviter si, mais ils refusaient. Et pour reprendre le cas du Rwanda, de Kigali, au début, on m'a dit non, tu sais, c'est uniquement dans la ville, à Kigali, il faut aller à l'intérieur du pays. Je suis allée à l'intérieur du pays pour aller voir le projet Zipline. Donc, je suis allée juste au nord. J'ai traversé 2 heures. On a fait 2 heures de voyage. J'ai regardé à gauche, à droite. J'ai fait que regarder en filmant pour voir si je pouvais trouver des sachets, des Kleenex par terre. Les villages, les bords de route étaient propres jusqu'à ce qu'on arrive 2 heures plus tard là-bas. Donc c'est une question d'éducation. C'est la réputation du pays, c'est vrai. En tout cas, il y a la sensibilisation qui se poursuit et puis derrière la sensibilisation, là il y a la sanction parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... Ah, il y a la sanction, hein. Bon. Mais après, là, en fait, il y a une loi qui existe. On se met des lois qu'on ne respecte pas. Il y a des dispositions en tout cas. Non, l'idée c'est que même si la loi elle est mise en place, il faut l'appliquer, il faut suivre et il faut installer ces toilettes publiques-là. Oui, moi je pense que le législateur, quand il légifère, je crois qu'il ne faut pas juste qu'il légifère sur, je dirais, l'instant, mais qu'il légifère dans la prospective. C'est bien de prendre une décision et de dire qu'il ne faut pas qu'on fasse ceci, il ne faut pas qu'on fasse cela, qui pour moi rentre dans l'ordre normal même de la morale et de la décence. Mais en plus, quand on finit, il faut aussi peut-être contraindre, comme je le dis, les pouvoirs publics, avec cette loi-là, à pouvoir investir de sorte à ce que cette loi prise puisse être appliquée comme il se doit. C'est-à-dire pourquoi ne pas, à la suite de cette loi, bien dans les dispositions pratiques de cette loi, exiger par exemple des municipalités de bâtir des urinoirs, peut-être une dizaine ou même une vingtaine chaque année, mais vraiment il faut que dans tous les points focaux, il y ait ça. C'est-à-dire qu'il faut pas juste que la loi soit comme quelque chose qui vient sanctionner, alors qu'en réalité, ça doit être une loi globale. C'est-à-dire que la sanction vient, mais parce que aussi, quelque part, il y a l'investissement qui a été exigé. Comme j'aime bien les images et les caricatures, c'est un peu comme la CMU, qu'on exige la CMU aux gens, mais derrière, il faut qu'il y ait des infrastructures pour accueillir les... Mais tu sais, Brice, le problème, c'est qu'on est en train de parler du urinoir dans la municipalité, mais aujourd'hui, même dans l'enseignement, l'éducation nationale, il y a beaucoup d'écoles qui n'ont même pas d'urinoir. Pourtant, ça a été construit par l'État, ou bien ça a été construit par les privés. Non, c'est l'entretien. Il y a des écoles qui n'en ont même pas. Ah ouais? Il n'y en a même pas. Ils sont construit une école et il n'y a pas de toilette. Franchement, je te dis, il y a beaucoup d'écoles, même dans le projet de construction de ces écoles-là. Aujourd'hui, il y a la réflexion et réhabilitation et construction de toilettes publiques. Mais quand c'est gâté, quand les enfants ne peuvent plus aller quelque part, finalement, on veut qu'ils aillent où? Des enfants de 12, 13, 14, 15 ans. Ouais. Bon. Il faut se poser la question réellement. L'enfant, il veut se soulager. Ouais. Donc ça, c'est important. Mais est-ce que tu soulèves là, excuse-moi, mais est-ce que tu soulèves là, ça pose justement l'inefficacité
et le manque de responsabilité des COJES. Parce que c'était une de leurs responsabilités, ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, cette mesure-là vient justifier, ou du moins cette attitude-là vient justifier la mesure de suspendre les COJES. Parce que ça servait à quoi? D'avoir des COJES et que des enfants n'aient même pas de toilettes, entretenues, n'aient même pas la possibilité de... Non, il n'y a rien de souci. Je vais prendre le commentaire de Roger Kahn. Ça vous dit qu'il y a quoi des efforts à faire? Roger Kahn qui dit « Je rappelle qu'il est plus aisé de faire ses besoins en plein air plutôt que de s'enfermer dans un WC rempli de chaleur. » Il y a beaucoup d'efforts à faire. Roger Kahn, franchement, tu exagères. Tu Non, mais exagères. sa pensée, il ne va pas préciser sa pensée. On peut pas avoir des climatiseurs dans les WC. Pardon? Non, je crois qu'il mettait en avant l'entretien de ces toilettes-là aussi. Probablement. La chaleur? Effectivement. Ouais. Non, parce que je vous promets qu'il y a de nombreuses personnes qui, avec tout le bon sens, toute la responsabilité requise, ont décidé de rentrer dans des urinoirs, dans des toilettes, mais franchement, qui en sont ressortis aussitôt en prenant le raccourci. Et malheureusement, qui tombent sous le coup de cette disposition. Donc, pour dire qu'il y a un effort à faire à tous les niveaux, du point de vue de la responsabilité du civisme, municipalités. Ensuite des municipalités, et puis des habitudes aussi. Parce que il faut changer d'habitude alimentaire aussi. Bon, on le dit en passant. C'est beaucoup plus de civisme, oui, et de responsabilité. On l'a mis en premier. Madame Bleu, on l'a mis en premier niveau de priorité. Le civisme, la responsabilité. Et une opportunité de business pour la jeunesse, avec des urinoirs un peu partout dans la ville. Alors, cher futur candidat, on ne sait jamais, ça peut être une proposition dans vos processions de foi. Un programme de campagne. Voilà, c'est tout. Bon, on parle d'établissement tout à l'heure, d'établissement. Alors, il faut retenir, c'est le prochain sujet. Eh bien, on le note depuis un moment, retenir donc que les agréments des établissements privés ne seront plus permanents. Voilà, il n'y aura plus d'établissements privés qui reçoivent donc des agréments toute leur vie, nonobstant que les règles basiques d'organisation, de pédagogie, d'infrastructure soient foulées aux pieds. Tout ça, eh bien, c'est du passé, Daouda. Oui, c'est bientôt. En tout cas, ça sera bientôt du passé parce que le 15 mai, à l'occasion de l'ouverture de la session annuelle de la Commission d'éducation nationale, et en conformité avec, ça fait partie des EGNA, les États généraux de la jeunesse, c'est l'une des recommandations en fait. États généraux de l'éducation nationale. De l'éducation, je me crois là. Donc de l'éducation nationale, ils ont décidé que les agréments ne seront plus permanents pour les établissements privés, puisque les établissements privés en fait servent de relais à l'éducation nationale, dans la mesure où l'État ne peut pas contenir tous les élèves dans ces établissements. Donc du coup, ils vont leur retirer cela et voir selon les normes qu'ils respectent, parce qu'il y a des normes qu'ils vont mettre en place selon le conseil qui a été mis en place justement par l'éducation nationale. Si ce n'est pas mis en place, si ton école n'est pas aux normes, on te retire purement et simplement l'agrément et on enlève les élèves affectés de l'état de ton école pour les envoyer ailleurs. Voilà. C'est une très bonne mesure. Oui. Je pense que c'est important de maintenir dans les établissements privés dans cet état constant de recherche de performance et de qualité d'éducation, mais de qualité d'infrastructure. On en revient encore à l'entretien. Parce que vous avez un établissement privé où, même au niveau des sanitaires, c'est mal entretenu. Les enfants ne sont pas protégés. La clôture est en train de s'affaisser. Les salles de classe, le plafond est en train de pourrir. Et même au niveau même des enseignants, il y a un manque de professionnalisme et tout. C'est bien de maintenir dans un état constant de compétitivité et de recherche de performance ces établissements privés. Parce qu'ils reçoivent des boursiers et ils reçoivent de l'argent pour ces boursiers. Après, même, ça permet de faire le point rapidement, parce que moi, je sais que ma fille, par exemple, elle était dans un établissement qui n'avait pas l'agrément. Oui, il a fait 2 ans dans cet établissement. Il a fallu justement que Madame la ministre, un jour, c'est un établissement à la Palmeraie, donc on a été finalement obligé quasiment de déplacer la petite. C'était juste incroyable. Wow, 2 ans. C'est énorme. Oui, mais c'est bien. Les uns et les autres trouvent que c'est une bonne mesure, ce que je partage effectivement. Mais je pense que ça pose aussi une problématique. La problématique que ça pose, parce que je pense que si on arrive à une telle décision, c'est parce qu'on a estimé à certains moments que les établissements privés ne remplissaient pas, pour certains, les cahiers des charges qui leur avaient été confiés. Donc, c'est ce qui permet qu'aujourd'hui, on arrive à un contrôle qui n'est plus permanent, mais qui devient maintenant un contrôle régulier. Mais ça pose un problème. Ça veut dire que, justement, si on est arrivé à un tel constat, c'est parce qu'à un moment, ceux-là qui avaient la responsabilité de faire la veille et le contrôle de ces établissements n'ont pas fait le travail. Pourquoi on en arrive à cette situation? Parce qu'il y a une direction des établissements privés qui existe. Et sa responsabilité, c'est de veiller à ce que ces établissements soient dans les normes
et respectent les cahiers des charges qui leur ont été confiés. Si aujourd'hui les États généraux de l'éducation nationale donnent comme recommandation qu'il faut qu'on arrête d'avoir des agréments permanents, c'est parce que justement on a constaté que ces établissements-là, sous le prétexte de détenir un agrément permanent, ne suivaient plus la rigueur, ne suivaient plus le cahier des charges. Donc, quelque part aussi, il y a une responsabilité. Quels sont ceux qui ont été à la base ou bien qui n'ont pas fait le travail pour qu'on en arrive jusque-là? Il faut aussi constituer les responsabilités et puis que désormais cette direction-là assume pleinement sa responsabilité parce qu'il ne s'agit pas juste de mettre des agréments qui ne soient pas permanents, qui soient peut-être trucs, et puis bon, que derrière, ceux-là qui sont en charge de contrôler ne fassent pas encore leur travail, mais on se retrouvera dans le même schéma. Donc ça aussi, il y a une sur cette question-là, voilà, ce que moi j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, le ministère de l'Éducation nationale s'y prend un peu à retard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parce que le ministère de l'Éducation nationale pouvait s'inspirer déjà du ministère de l'Enseignement technique et professionnel qui était encore enseignement supérieur sous Bakongo. Déjà en 2011, le ministre Ibrahim Bakongo avait fait fermer 40 établissements, les grandes écoles. Justement parce qu'il y avait une épée de Damoclès sur la tête pour se mettre aux normes. Quand ils se sont mis aux normes, il a fait fermer ces établissements-là. En 2013, il a réitéré encore avec 37 autres établissements. Donc en gros, je veux dire, depuis longtemps, l'éducation nationale devaient suivre la cadence, mais ils ne l'ont pas suivi. Et aujourd'hui, ils sont venus. Bon, on pourrait remonter la chaîne à plus haut pour dire, mais qu'est-ce qui a pu bien passer dans la tête des personnes d'imaginer qu'on pouvait donner des agréments permanents à des établissements en imaginant peut-être. Je pense que c'est la bonne foi. C'est la bonne foi? La bonne foi. Je pense que c'est la bonne foi. On s'est dit, oui, c'est des gens qui sont épris, ils ont une conscience professionnelle, ils veulent enseigner les gens. Et mais finalement, qu'il y aurait, on vous donne un agrément permanent, mais il y aura régulièrement des contrôles pour vérifier que cet agrément... Mais finalement, si vous vous rappelez, Brice, on a reçu ici un enseignant du privé qui sur ce plateau qui disait être payé au lance-pierre. Mais vous, dans les établissements privés... Être payé au lance-pierre, c'est-à-dire... Non, il faut expliquer à notre téléspectateur. Non, il faut expliquer à notre téléspectateur, parce qu'ils ne savent pas en fait. Okay, j'explique. Être payé au lance-pierre, c'est-à-dire que d'abord, d'un privé, ils sont très mal payés. Ils ne sont jamais payés à temps. Il y a toujours 2 mois, 3 mois. De façon irrégulière. Irrégulière, il y a ça. Mais en plus de ça aussi, le quantum horaire. Au lieu de payer l'enseignant, par exemple, à 5 000, à 10 000, tu le payes 1 heure à 1 000 francs ou bien 500. Donc, finalement, quand tu payes un enseignant à ce prix-là, quel enseignement veux-tu qu'il puisse prodiguer à ton enfant? Bon. Lui-même, il se cherche. Mais en tout cas, on va revenir à la mesure. Et nous, on espère en tout cas que ça ne va pas aussi être une occasion... Oui. Non, mais c'est pas bien. Il est important quand même de signifier que, pour l'heure, hein, c'est-à-dire que la durée de l'agrément n'a pas encore été définie. C'est-à-dire que je pense que les discussions sont en cours pour que les différentes parties s'entendent sur quelle devrait être la durée de cet agrément-là. C'est ça. Ça aussi, c'est important de le préciser. Oui. Bon, bah, écoutez, moi, avant de partir, on va agiter dans un très court instant. Je pense qu'on serait en train de partir sur une forme, permettez-moi l'expression, d'agrément à point. Perdez les points jusqu'à perdre l'agrément, ouais. Non, je pense qu'on ne va pas en arriver là, mais dès que tu n'es pas dans les normes, on ferme l'établissement parce que c'est outrageant. Oui, mais après c'est pareil. Là, on est en train de... Il y a une campagne là, pour sortir les brebis galeuses à propos des cliniques qui ne sont pas aux normes. Là également... Non, je pense que c'est une vaste opération, en tout cas de mettre maintenant le contrôle au cœur du dispositif. Exactement. Parce que depuis longtemps, vraiment, le contrôle avait disparu du dispositif, ce qui nous a engendré un certain nombre de conséquences fâcheuses. Cette fois-ci, je pense qu'il y a une volonté manifeste des pouvoirs publics de mettre le contrôle maintenant au centre du dispositif. C'est une très bonne chose. Mais j'espère que le conseil qu'ils ont mis en place, le comité qu'ils ont mis en place, ne va pas se laisser aussi corrompre. C'est ça aussi qui est important. Parce que tout à l'heure, tu parlais de ceux qui s'occupent des écoles privées. Si on en est arrivé là, c'est parce que peut-être il a eu des corruptions. J'espère que ce comité ne va pas se faire corrompre. Maintenant qu'il y a Spatia, il y a la possibilité de pouvoir dénoncer donc, les corrupteurs et les corrompus. Donc, voilà. Quantum horaire, 15 secondes pour expliquer à ceux qui n'ont pas compris, comme Miasa. Non, quand on parle de quantum horaire, généralement, en tant que professeur, moi j'enseigne dans une école, j'ai droit à 25 heures pour le mois ou bien pour les 2 mois. Donc, chaque heure, à chaque heure, on doit me payer un montant. Mais si tu ne me payes pas ce montant, donc c'est le montant qui est payé chaque heure, c'est de là qu'on parle de quantum horaire en fait. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de Madame Edith Broubleu. Ah ben voilà, il y a la poste qui va avec. Monsieur Élisée Bolougbe. Sarah. Bonsoir. Et Daouda, Sa Majesté Koulibaly. On va dire comme ça. Nous avons rejoint sur le plateau du Grand Talk M. Brice Kouaou. Il est comptable et investisseur. Votre dernier passage sur notre plateau a fait... des émules. A fait des émules et puis a fait grand bruit. Merci déjà pour les conseils d'investissement qui ont été... je
je peux vous dire, très suivi par nos téléspectateurs et des amis sur le plateau. Qui sont suivis. Voilà. Même pas été, mais qui sont suivis. Qui sont suivis. Bon, qui ont été suivis parce que suivis de conséquences, je veux dire. Exactement. Direct en ce moment. Les choses se portent, enfin, les choses vont bien pour les gens. Voilà. Je le disais juste en petite parenthèse. Avec vous, on va évoquer une situation que nous vivons en ce moment, c'est l'arrêt des investissements dans le transport. Avec la fameuse question, l'État a-t-il bien agi? On va commencer, avec votre permission, par faire un petit cours d'explication de ce que pourrait être, de ce que c'est qu'une épargne illégale, Monsieur Kwaou. Qu'est-ce que c'est qu'une épargne illégale? Bon, déjà, où vous avez entendu épargne illégale? Parce qu'il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Donc, en fonction du contexte. Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas entendu épargne illégale. Mais en gros, je pense bien que quand il parle d'épargne illégale, c'est généralement quand on regarde les histoires d'agro-business, parce qu'on veut épargner, on va mettre de l'argent quelque part en espérant en avoir encore plus derrière, ou bien les histoires de cunettes, tu mets pour avoir tel montant, je pense que c'est sûrement... Ça, bon, donc déjà, comme il dit, on va essayer de mettre les bons mots sur les choses. Ça ne fait pas des épargnes illégales. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des opportunités d'investissement qui se sont mises en place dans un cadre illégal, ou plutôt en l'absence de cadre légal. Je vais le formuler comme ça. Très bien. Donc, c'est plutôt l'opportunité d'investissement le problème que l'épargne que les gens y mettent. Quand vous dites épargne illégale, tel que c'est formulé, ça me dérange un peu. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Est-ce que ce qui a été mis en place s'est fait conformément aux règles? Et si ça ne s'est pas fait, justement, bon, ce qui découle naturellement. Très bien. Là, en ce moment, et Daouda, qui plante régulièrement les décors, parce que lui, sur le terrain, on est face à une situation où des personnes propriétaires de VTC, de leasing, on va parler notamment de Sotoc et de KDS, qui ont vu et d'autres entreprises, bien entendu, ont vu leur activité suspendue, parce que l'État de Côte d'Ivoire estime ne rien comprendre, puisqu'il y a un comité de veille contre les systèmes d'agro-business et assimilés. Pour vous qui êtes dans l'investissement, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans ce secteur de leasing automobile, quelle analyse vous faites? Bon, déjà, il ne faut pas présenter la chose comme ça. Bon. Est-ce que le leasing automobile, c'est nouveau en Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas nouveau. Voilà. Donc, ce n'est pas du leasing automobile. C'est ça, le modèle économique, le modèle a été présenté. Non. En fait, quelqu'un peut te dire, je fais quelque chose, mais pourquoi c'est lui seul qui arrête de faire et puis les anciennes J'ai une solution, M. Kwaou. Le leasing continue. J'ai une solution, M. Kwaou Daouda. On va expliquer dans un premier temps ce que c'est que le leasing, comment ça fonctionne, et puis peut-être que dans le modèle qui a été présenté, à partir de là, vous êtes d'accord avec le principe? Voilà. Donc, ce que je peux dire, bon, ici on peut dire le nom des entreprises. Hein. Allez-y. Voilà. Donc, on est dans ce pays, on a toujours eu, j'ai l'impression qu'on l'oublie, des entreprises de crédit automobile. Et ça n'a jamais gêné personne. Il y a une entreprise qui s'appelait Safka, qui est devenue Alios Finance. L'État ne l'a jamais interdite. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse. Et comment cette entreprise fonctionnait? C'est du crédit automobile. C'est-à-dire, moi, je prends au lieu d'aller prendre le prêt en argent pour aller acheter le bien, cette entreprise va mettre le bien à votre disposition, vous payez par tempérament. Je veux dire, c'est un modèle qui existe. Très bien. Et comme je disais à M. Daouda, on a des antécédents, on a des entreprises. Ça n'a jamais posé de problème. Alors pourquoi ça pose problème? Parce que c'est peut-être pas ça qui pose problème. C'est peut-être pas tel que présenté là. Ce qui pose problème, c'est qu'une activité a été faite en faisant... Bon, il y a plusieurs problèmes déjà, mais je vais prendre ce premier bout-là. Un appel public à l'épargne. C'est le premier point qui dérange. Si vous faites une activité de leasing, d'agriculture, de tout ce que vous voulez, que vous la faites avec Brice, ça dérange qui? Personne. Que vous la faites avec vos frères, ça dérange qui? Quand vous mettez des pancartes publiques pour demander aux populations de venir souscrire à des produits d'investissement, on appelle ça de l'appel public à l'épargne. Et ça, c'est réglementé. Donc le problème, ce n'est pas d'abord même l'activité. L'activité, on va peut-être plonger, mais c'est le mode de financement. Dès qu'ils ont... Certains disent, ah mais tel est là depuis 2015. Justement, pourquoi depuis 2015, on ne lui a pas tapé dessus? Peut-être parce qu'il ne faisait pas ce qu'il est en train de faire maintenant en 2015. Donc s'il a fait quelque chose, il a commencé par exemple avec de la gestion de flotte. C'est-à-dire, vous avez, nous tous, on aimerait faire le transport. Peut-être même c'était l'on fait sur ce plateau. Et ça n'a pas marché. Oui, ça c'est sûr. À cause de tous les tracas. Donc, on a compris que bon, il y a des tracas dedans qu'on n'a pas envie de gérer.
Donc, on achète notre voiture et le de se taper les chauffeurs, les mécaniciens, tout ça, on va confier ça à une société de gestion de flotte. Ça existe. Il y a des acteurs dessus. Donc, il y a des acteurs, il semblerait, qui avaient commencé comme ça, à gérer des flottes. Et après, maintenant, se sont retrouvés à appeler les gens à souscrire à des packs d'investissement adossés au transport, mais en découpant les tickets, 1 million, 2 millions. Comment ça, ils font ça techniquement? Parce qu'on voit une voiture Suzuki Alto, on sait que ça coûte 9 millions. Mais on te dit, on voit 2 millions, mais 3 millions. Après 4 ans ou 5 ans, tu as la voiture. Et puis la question même de est-ce que c'est techniquement possible? Parce que dire à quelqu'un, OK, donnez-moi 1 million, vous aurez votre véhicule dans 2 mois ou dans 3 mois, et lorsque vous aurez votre véhicule, nous, on va le faire travailler, et vous allez faire travailler ce véhicule, et nous, on va se rembourser là-dessus. Mais normalement, un véhicule de base, il coûte au moins 7 millions pour un véhicule neuf. Voilà, donc la question, l'image qu'elle donne permet de questionner sur comment le financement est réalisé. C'est-à-dire, vous avez pour le mois d'avril, par exemple, 100 souscripteurs qui apportent 1 million chacun. Donc, vous leur devez techniquement 100 véhicules qui coûtent 7 millions. C'est un exemple qu'on prend. Hein. Voilà. Sous les spectateurs pourraient prendre l'exemple qu'ils veulent. 7 millions. Donc, ça fait 6 millions à chercher par véhicule, mais peu par 100. Ça, c'est le besoin en financement pour le mois d'avril, s'ils ont eu 100 souscripteurs. Et depuis plusieurs mois, ils font ça. Donc, ça ouvre déjà cette question de mais comment vous vous financez pour compenser entre les souscriptions et les prix réels des achats pour que les gens aient vraiment les voitures. Ça, c'est un. De deux, selon ce que moi j'ai appris, certaines sociétés dedans paieraient des RSI avant que les véhicules ne soient livrés. Wow. Il y a un communiqué qui est sorti dans ce sens. Retour sur investissement. Oui. Donc, quelqu'un souscrit à une voiture, la voiture n'est pas encore venue et on lui paye des retours sur investissement. Je vous parle d'un communiqué officiel d'une de ces entreprises-là. En fait, je ne vais pas faire de polémique sur les noms des entreprises. Ça, c'est bien. Les documents existent. Oui. Ce pas des documents, c'est des documents qu'ils ont publiés eux-mêmes. Il y a plusieurs qui ont fait des communiqués. Donc, quand vous lisez, ils le disent clairement. Donc, ça ouvre à la question, mais si, en principe, le modèle économique du VTC, c'est simple, je gère la voiture de quelqu'un, je lui donne son argent, j'ai pour moi. Donc, comme elle a dit, première chose, comment tu achètes la voiture, sachant qu'elle ne vous donne que 2 millions au départ? Deuxième question, comment tu payes le RSI alors que des fois la voiture n'est même pas encore livrée? Mais est-ce que ce n'est pas possible pour ces entreprises-là, par exemple, de contracter avec, je dis n'importe quoi, des concessionnaires, puisque j'ai une grosse lotte, j'ai des voitures, des véhicules qui roulent. Je vais voir par exemple un concessionnaire, il lui dit, bon, ok, fais-moi un crédit auto. Sur tel nombre d'années, je pense que les entreprises de transport comme UTB le font. Auto sur plusieurs années. De ce que nous savons. Non, moi je vous pose la question parce que je suis dans un esprit pédagogique, je veux comprendre. Voilà. En fait, la réponse est sortie naturellement. Non, c'est les banques qui font du crédit auto. CFAO ne fait pas du crédit auto sur plusieurs années. Je veux dire, sinon, ils le feraient directement au public, ce serait plus simple pour eux. Donc CFAO vend des voitures, tu viens, tu payes ta voiture. Peut-être, on peut te dire, tu payes peut-être sur 2 mois, 3 mois, d'accord, mais pas sur 3 ans. Le rôle des banques, c'est ça justement. C'est de financer sur 3 ans, sur 5 ans les choses. Donc, si je reprends votre idée, il n'aurait peut-être pas d'accord avec CFAO, mais d'accord avec une banque. Mais c'est facile à prouver. C'est pour ça qu'il y a un audit. C'est facile à prouver. Vous dites, voici une ligne de financement, XYZ nous a donné 2 milliards. Les 2 milliards nous permettent de tourner. C'est facile. Mais c'est ce qu'on essaye doucement de creuser actuellement. C'est-à-dire, comment ça se passe? Mais justement, pour répondre à cette question, comment ça se passe, pour comprendre en fait leur modèle financier, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement avoir accès à leur plan de financement, budgétisé, projeté, etc., pour voir d'où vient la source de repaiement en fait? Parce que c'est précisément votre question. Parce que là, on est en train de spéculer, on est en train de se dire, ce que vous décrivez, ça ressemble peut-être un peu à un montage financier frauduleux tel que le montage pyramidal. Si c'est le cas, c'est quand même assez grave. Il y a des gens qui risquent quand même leur épargne et leur investissement. Du coup, est-ce que vous pensez vraiment à ce modèle-là? Et si c'est le cas... C'est pour ça que l'État a lancé l'audit, justement. Comme vous avez dit, ils ont sorti le communiqué des documents qu'ils doivent fournir. Et il y avait le plan de financement, il y avait les... il y a toutes les réponses dans ces documents. Il y a tous ces éléments qu'ils ont demandés. Voilà. Donc je dis aujourd'hui, bon, peut-être que les documents ne vont pas forcément fuiter, mais en enquête, eux, ils doivent produire tous ces documents-là. Donc, s'il y a un accord avec une banque, s'il y a un accord avec un concessionnaire, c'est ça qui, justement, qui va les sauver ou pas. Après, la question que certains se posent, c'est le timing. Pourquoi maintenant? Parce que vous avez dit, vous avez vu les panneaux, même moi je les ai vus, hein. Il y a longtemps que les panneaux étaient là. Et c'est un peu comme agro-business. J'ai un peu l'impression qu'on attend que les choses se dégradent pour pouvoir réagir. Est-ce que vous avez ce sentiment-là?
Brice, excuse-moi, c'est vrai qu'il va répondre à la question, mais tout à l'heure, il a posé une préoccupation qui, je pense, quand même a été répondue. Parce qu'il a dit qu'on lui a demandé de fournir un ensemble de documents, mais on a un élément de réponse quand même. C'est-à-dire que le DG du Trésor a dit, par exemple, qu'il ressort des auditions qui ont été faites que les sociétés mises en cause procèdent à un contournement, ça il a dit, du dispositif réglementaire relatif à la possession préalable de la carte de transport avant l'exercice de l'activité. Il a relevé ça tout à l'heure. Mais il dit en outre, ces sociétés font des appels public à l'épargne, une activité réglementée. Il en a parlé, mais il a dit, l'audit, ce que ressort de l'audit, il n'existe aucune garantie sur les fonds collectés auprès des populations. C'est-à-dire que l'audit a révélé que la garantie qui devait sous-tendre cette activité-là n'existe pas. N'existe pas. Donc, par exemple, il disait, peut-être qu'ils vont montrer qu'ils ont reçu 2 milliards ou 4 milliards de quelque part pour pouvoir faire l'activité. Cette garantie n'existe nulle part, selon les audits qu'ils ont reçus. Donc, c'est à la lumière de tous ces éléments-là que les pouvoirs publics décident donc de suspendre leurs activités, le temps vraiment de voir clair dans cette affaire. Bon, après, si donc après, il peut continuer maintenant à répondre à la question. Je pense que c'est peut-être pas un problème. Si l'investisseur sait qu'il y a tel risque et qu'il est prêt à s'engager pour le prendre. Mais je pense que Brice, vous posez une très bonne question. C'est que aujourd'hui, qu'est-ce qui a déclenché ça? Est-ce qu'il y a eu un manque de liquidité quelque part, une première faillite qui vient déclencher ce processus il y a eu déjà une première faillite. Maintenant, il faut... Bon, je vais commencer déjà par la première faillite. Bon, pas faillite même, arnaque, puisque là, c'est avéré comme étant une arnaque. ETS Prestige Group. Donc, c'était en juillet du de l'année passée, 530 souscripteurs, 1 milliard de fonds levés, un mois et demi, ils ont disparu. C'est le premier cas qu'on a dans les VTC en Côte d'Ivoire où justement il y a eu collecte, il y a des souscripteurs, il n'y a jamais eu de voiture. Wow. Donc, dès qu'on a ça, comme vous dites, dans un état normal, ça interpelle. C'est-à-dire que quand quelque chose se fait, qu'il n'y a pas encore de problème, on peut se dire, les gens peut-être devraient réagir avant, après, mais dès qu'il y a un cas comme ça, là on commence à réagir, et on réagit maintenant sur tous les acteurs. C'est pour ça que je voulais donc c'est par précaution qu'on a inclus tous les acteurs. Les acteurs du leasing, jusqu'à présent on n'a pas appelé Alliance Finance, ils continuent leur vie tranquillement, ils font du crédit automobile. Et ce type d'acteur-là, qui fait un peu autre chose. Et c'est cette chose-là qu'on doit sonder. Donc on a déjà un premier cas. Maintenant, pour revenir à ce que vous disiez sur le timing du contrôle et tout ça, ce que moi je voulais dire, il y a une double responsabilité qu'il faut bien mettre en avant. Il y a la responsabilité de l'État dans le contrôle des activités économiques sur un territoire, mais il y a, comme vous le disiez, la responsabilité personnelle des individus dans quoi j'engage mon argent et est-ce que j'ai sondé les contours. Vous savez qu'il y a des écoles illégales en Côte d'Ivoire? Bien sûr. On en parlait là d'ailleurs. De plus en plus. Est-ce que vos enfants sont dans des écoles illégales? Ah ben non. Non. Pourquoi? Ah, pas toujours, parce que moi j'avais... Il n'y avait pas d'agrément. Elle a fréquenté Oui, non, parce qu'on nous avait présenté cette école-là avec des documents comme étant une école... Est-ce que vous avez vérifié? Non. Voilà. Et vous voyez que, bon, je considère que... Mais ça a changé. Hein. Non, sinon nous autres, nos enfants sont dans les écoles légales. On a veillé en tout cas. Nous, on a fait les EPP. Voilà. Donc, regardez bien ça. Il y a des écoles illégales, pourtant vos enfants sont dans des écoles légales. Pourquoi? Parce que vous avez fait le travail de vérification avant de mettre vos enfants à l'école. Maintenant, vous aurez dit, oui, mais c'est pas normal, l'État doit fermer, etc. Lui, l'État va venir après coup. Mais ton enfant a perdu 1 an. Et ça, les gens doivent être conscients de ça. Quelque part, vous êtes en train de dire que... L'État viendra toujours après coup. L'État ne va pas venir. On est dans une... Il y a 30 millions d'habitants, il y a 300 millions aux États-Unis. l'État ne peut pas, avant, je veux dire, avant que ça ne se passe, distinguer qui est à l'âge, qui est bon. Mais je suis d'accord, mais quand vous venez aujourd'hui apporter un modèle, présenter un modèle économique, par exemple, au législateur ou en tout cas à l'autorité, elle a le droit de vous dire, par exemple, ceci, quel est votre modèle économique? Est-ce que sur le long terme, vous pensez pouvoir... Il y a un travail de vérification. Si justement, c'est ce qu'il déclare au départ. C'est pour ça que je dis, on a des sociétés qui ont une historique. Selon ce que j'ai appris, certaines étaient gestionnaires de flotte. De flotte, oui, c'est justement. Donc, quand vous prenez leur objet social, il n'y a pas appel public à l'épargne dedans. Il y a peut-être gestion de flotte, il y a tout ce qu'il y a dedans. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a fraude derrière. C'est peut-être qu'ils ont rajouté une activité pour laquelle ils n'avaient pas d'accord. Voilà, et quand on fait ça, forcément, c'est après coup. Est-ce qu'on n'en vient pas finalement même à l'éducation financière même des populations? Parce que oui, l'Ivoirien a de plus en plus envie d'épargner, non, d'investir, donc de mettre à profit son argent. Mais quand je regarde par exemple le capital social de KDS, où c'est marqué 50 millions de francs CFA, alors que là, il se transforme en, on va dire, il fait de l'appel public à l'épargne,
pour financer des véhicules automobiles. Et quand je prends le capital social de Allianz Finance, qui fait du crédit automobile, et son capital social est à 3 milliards 247 millions, c'est des éléments qui peuvent interpeller parce que 50 millions pour faire de l'appel public à l'épargne sur des centaines de véhicules à l'achat, il y a tout de suite ce genre de questions. Donc, qu'est-ce qui fait que les Ivoiriens... pourquoi il y a encore cette difficulté à pouvoir développer cette culture de l'éducation financière en Côte d'Ivoire et éviter ce genre d'arnaque? Bon, je ne sais pas, je voulais poser une question. Pour répondre à cette question, je vais poser la mienne après. D'accord. En fait, comme vous l'avez dit, on n'a pas reçu d'éducation financière à l'école, en famille, ou bien même dans nos communautés sociales. Parce que je vous rassure, elles ne sont pas nombreuses ces personnes-là qui lisent en dessous d'un document capital social de la société. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc je veux dire, fondamentalement, il faut qu'on en soit conscient. C'est-à-dire, on n'est pas face à des gens, comme je disais la dernière fois avec John Jay, qui savent et qui font exprès. La plupart des gens, ils ne savent pas. Donc c'est notre rôle sur les plateaux d'expliquer, voici par exemple des critères que je vais essayer de donner rapidement pour distinguer une bonne opportunité d'investissement d'une histoire qui va mal finir. Donc, premier critère, comprendre le modèle économique. C'est ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure. Deuxième critère, disposer de leviers de contrôle. J'expliquais la dernière fois à Mme Brou que lorsque vous investissez dans une maison, on peut ne pas vous payer. Mais qu'est-ce qui se passe en général si on ne vous paye pas? Est-ce que ça devient collectif des propriétaires des maisons qui réclament leur loyer? Non. Il y a un cadre juridique, je vais arriver dessus, qui vous permet d'obtenir une grosse d'expulsion. Vous expulsez la personne. Donc l'immobilier vous donne un levier de contrôle sur l'actif. Quelqu'un peut ne pas vous payer, mais vous avez le contrôle de l'actif. Vous l'expulsez. La bourse nous donne des leviers de contrôle. Quand une entreprise publie des chiffres qui ne nous plaisent pas, on vend le lendemain. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les VTC ou avant l'agro-business donnent aux souscripteurs des leviers de contrôle? Est-ce que si aujourd'hui, KDS ou Sotok, je ne sais pas qui ne peut pas payer, un souscripteur peut aller prendre sa voiture, l'exploiter et venir leur rendre leur part parce que c'est du crédit automobile, donc je vous dois. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils peuvent même désigner leur voiture? Dans l'agro-business, qui pouvait dire où est sa plantation? Donc il y a cette question-là. Quand on me propose une opportunité d'investissement, est-ce que je dispose de leviers de contrôle par rapport à l'actif ou à l'activité qu'on me présente? Troisième question, le cadre juridique. Donc, l'activité qu'on me propose, est-ce qu'elle est encadrée? Est-ce que s'il y a un problème, j'ai un dispositif clair comme la grosse expulsion en immobilier qui me permet d'expulser quelqu'un en 2 mois aux États-Unis, manu militari. Ici, par exemple, si on ne les paye pas, ils n'ont aucun... C'est-à-dire, ils sont vraiment dans « payez-nous ». Point. Mais est-ce que quelque part, les Ivoiriens aujourd'hui, avec tout ce que vous venez de dire, est-ce que ceux qui veulent investir, même si ce n'est pas ignorant, est-ce qu'ils ne s'adonnent pas la facilité finalement? Il y a ça, mais moi je veux au moins qu'on leur donne les critères. Si quelqu'un a les critères, après, je veux dire, il est responsable. Tous les adultes responsables. Donc, premier critère, est-ce que je comprends le modèle économique? Deuxième critère, est-ce que l'activité me donne des leviers de contrôle? Troisième critère, est-ce qu'il existe un cadre juridique clair me permettant de défendre mes droits en cas de litige? Et quatrième, est-ce que ça génère des flux de revenus en opposition un peu à la crypto qui monte et qui descend, et puis si ça ne va pas dans le sens que tu veux, c'est fini. Donc c'est ces 4 éléments-là, quand on nous présente, que ce soit Sotok, tout ce que vous voulez, L'iPlayMal, PatronPay, quand on me contacte, j'essaie d'écouter ce que la personne me dit à travers ce filtre-là. Et quand il y a 2 ou 3 qui manquent, c'est bon. C'est là que ça va être intéressant. Pardon, Lisée, j'ai une question pour vous tout à l'heure, je vous permets. J'avais contenu une question. C'est là, encore une fois, qu'on va parler du rôle de l'État. Parce que, par exemple, à la télévision, nous, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Donc, à partir du moment où des choses sortent, nous, on a des autorités de régulation, on a même l'État, il y a la police qui peut interpeller certains d'entre nous. La AK, et même pour dire, vous avez dit des choses très graves. Mais vous avez parlé tout à l'heure d'un appel public. Cet appel public-là, il se faisait... Il y avait des panneaux et tout ça. Chaque jour, je pense que l'État passait et voyait ces panneaux. Mais à un moment donné, est-ce que le public s'est dit, si c'est là, c'est que c'est légal. Si personne ne s'en... Est-ce que ce n'est pas eux qui ont crédibilisé finalement par leur silence? Non, justement. Et c'est ça la responsabilité. Je vais vous poser une question simple. Qui ici a souscrit à ça? C'est pas moi en tout cas. Pourtant, on a tous vu les panneaux. Donc la question est... Tu ne peux pas dire que quelqu'un est responsable de ta... J'avoue que des gens n'ont pas souscrit, pas forcément parce qu'ils n'étaient pas convaincus, peut-être parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Voilà, bon, ça aussi c'est possible. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de la journée, si on est tous exposés à une publicité que toi tu vas acheter, tu es quand même responsable de ton achat. Je veux dire, il ne faut pas dire
Non, mais il doit y avoir un minimum d'autorité quand même. Par exemple, pour les produits éclaircissants, on a dit... C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une double responsabilité. C'est-à-dire, comme elle dit, en éducation financière, nous on dit simplement aux gens ceci. L'État peut faire preuve de défaillance, je ne vous apprends rien. Vos parents peuvent faire preuve de défaillance. Tout le monde peut faire preuve de défaillance. Mais à la fin de la journée, quand tu es pauvre, c'est toi qui es pauvre. Tu ne peux pas te contenter de dire c'est la faute de ton père, c'est la faute de Dieu, du diable. Ça ne marche pas comme ça. C'est toi qui joues ta vie. Donc à la fin de la journée, même s'il y a des insuffisances chez d'autres parties engageant ta vie, toi, tu as une dernière décision quand même à prendre. C'est ça. Oui, c'est dans cette dernière décision-là que tu te dis... Pour vous donner un exemple de caricature à Maëlysée, parce que c'est bizarre quand même, je reçois un message qui dit, par exemple, je suis chef de projet, nous recrutons une équipe en télétravail avec salaire journalier de 500 000. Bon, alors, moi, par exemple, je reçois un message. Il y a également des gens qui vous disent, non, pour concours de police, voilà. On reçoit tout ça. Maintenant, imaginez-vous, il y a des gens qui sont arnaqués par ça. Hein. Mais bien sûr. Voilà, donc c'est pour dire qu'on dit non. Qu'est-ce que les TIC font? C'est SMS. À ce qu'il dit, M. Brice Kwao, je me rappelle à l'époque de l'agro-business, à un moment donné, quand l'État avait des mettre le haut là sur cette activité, il y a eu une levée de boucliers des populations. Non, vous voulez gâter notre business, vous ne voulez pas qu'on s'enrichisse, et tout et tout. Mais au final, imaginez si, dès le départ, au démarrage même de cette activité, c'était complètement interdit et tout. Vous allez peut-être voir même la réaction même des populations pour dire voilà encore des jeunes qui se lancent dans une activité pour créer de la richesse, vous les empêchez de se développer. Après, c'est la responsabilité de chacun. Nous sommes des adultes. Donc, après, l'État peut faire son travail, mais si nous-mêmes, à la fin de la journée, c'est notre propre choix. Tu as vu la publicité, tu as décidé de souscrire, personne ne t'a obligé en fait. Élisée, oui, on termine par ça. Moi, je voudrais juste qu'on soit pragmatique. Hein. Il a relevé 4 critères qui sont vraiment pour moi des critères fondamentaux. Sur cette base-là, est-ce qu'aujourd'hui, sur la base de ces critères, on peut faire l'exercice de savoir si ce qui nous a été proposé est légal ou illégal par ces sociétés? Est-ce qu'on peut faire l'exercice? Ça ne me dérange pas. Voilà, donc déjà, allons sur ces critères. Donc, on va commencer par le cadre juridique. D'accord. Donc, comme on l'a dit, je fais une pancarte, plein de pancartes. Je demande aux gens de venir souscrire ou investir dans un produit d'investissement adossé au transport. Un appel à l'épargne publique. C'est un appel à l'épargne publique. Il y a des définitions. Tout est déjà là. Ils ne remplissent pas ça. Donc, c'est pas illégal, mais c'est réglementé. Non, en fait, quand quelque chose est réglementé, que tu ne rentres pas dedans, toi, tu es illégal. Ça veut dire globalement, un appel à épargne publique, c'est pas quelque chose d'illégal. Non, ce n'est pas quelque chose d'illégal. On prend une autorisation au CREPMF et comme vous savez, ils n'ont pas pris l'autorisation. C'est une première étape, demander leur autorisation. C'est un document qu'ils peuvent fournir. Non, en fait, comme nous on est en bourse, on sait qu'ils ne l'ont pas déjà. Oui, vous voyez tout. Donc ça c'est un. Deuxième élément, le contrôle dont je parlais. Une bonne opportunité d'investissement vous donne des leviers de contrôle. Une bonne d'investissement n'est pas quelque chose qui se fait dans la foi. Je mets mon argent et puis j'espère qu'on va me payer. Nous, on n'espère pas en bourse. Il y a des dates de paiement qui sont connues. Et historiquement, je dis souvent ce cas-là, la BCC paie des dons depuis 1972. C'est connu, c'est documenté. Donc on ne peut pas être là, je mets mon argent et puis je n'ai aucun levier. Je suis dans la foi, on va me payer ou pas. Mais en fait, je ne peux pas agir dessus. Et le troisième, ce qui était... Dites plutôt l'ignorance plutôt que la foi. Le troisième, c'était le modèle économique. C'est-à-dire, réellement, si on veut être un peu leur donner une forme de crédit, on pourrait dire qu'en principe, ils gèrent un véhicule et c'est le fruit de la gestion qui paye le retour sur investissement. Ça, c'est le principe. Mais ce qu'on a lu dans les contrats montre que ce n'est pas toujours le cas. On a vu, par exemple, dans certains contrats, où en cas d'immobilisation du véhicule, pendant même 15 jours, le RSI est payé. Je vous pose la question. Si mon RSI vient d'une activité de transport et que le véhicule est immobilisé, comment on fait pour payer? C'est pour ça que je pense que c'est le point le plus important. Le modèle économique n'est pas bon. Je m'excuse auprès de la réalisation. Le point le plus important, en 1 minute, Brice, vous avez cette responsabilité-là. En 1 minute. OK, le mal est fait. Il y a des personnes qui ont investi, qui ont leur argent, qui n'ont pas encore aussi taxi.
Quel recours? C'est quoi Next Step? Est-ce que les sociétés aujourd'hui qui sont suspendues la possibilité de se remettre dans la légalité pour continuer une activité, on sait que en fait, les recours, comme on le dit, quand tu fais quelque chose hors de la légalité, déjà, tu n'as pas de recours légaux. C'est ça vraiment qu'il faut comprendre. Mais les investissements, il y a des gens qui ont des... C'est pas oui, mais de parce que dans l'illégalité, il n'y a plus de recours. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous mettez votre argent à la banque, non, il y a un cadre qui vous permet de le récupérer. On ne va pas faire une émission pour ça. Hein. Il y a un cadre. Comme mettez dans une assurance, il y a un cadre. Si on se pose la question, c'est parce qu'il n'y a pas de cadre. Donc il faut que les Ivoiriens arrêtent d'investir dans des choses avec des insuffisances de cadre juridique. Oui, ça, ils arrêtent. Mais et ceux qui ont investi? Non, ceux qui ont investi dedans, ils vont prier. On va prier avec eux. Pour que l'État... Non, il faut qu'on soit... Actuellement, au moins, il y a des taxis. Pour Montévidéo, on n'a pas vu les plantations. Là, au moins, il y a des taxis. Donc, l'État va saisir les flottes. On va réorganiser peut-être l'activité, gérer l'activité pour faire ressortir quelque chose qu'on peut leur donner. Ceux qui avaient, par exemple, la gestion de flotte vont continuer la gestion de flotte et on va arrêter les souscriptions. Puisqu'il y a des actifs, on peut au moins trouver quelque chose. Très bien. Tout n'est pas perdu. Ouais, tout n'est pas perdu. Voilà. C'est ça que je voulais entendre. Tout n'est pas perdu. Mais ça là maintenant que la prière est en ligne de compte. On était très heureux d'être en votre compagnie. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.